Bienvenue dans une nouvelle histoire captivante qui va bouleverser vos cœurs et vous faire réfléchir sur la véritable nature de l'amour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Isabelle, une jeune femme de ménage humble et pure qui nettoie chaque jour la somptueuse demeure d'un milliardaire. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce même homme l'observe en silence, touché par sa bonté naturelle et sa beauté authentique. Mais il y a un problème. Il est fiancé à une héritière arrogante qui méprise tout ce qu'Isabelle représente. Un jour viendra où cet homme devra choisir entre les convenances sociales et son cœur. Et cette décision, elle se prendra dans un lieu où personne ne s'y attend, devant des centaines d'invités choqués, changeant le destin de tous pour toujours. Mais que se passera-t-il quand la véritable fiancée découvrira ce qui s'est tramé? Et comment Isabelle réagira-t-elle face à une proposition qui pourrait transformer sa vie à jamais? Merci à tous ceux qui suivent fidèlement nos histoires, qui laissent des commentaires touchants et qui partagent nos récits avec leurs proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, rejoignez notre grande famille pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous en ce moment? Depuis votre salon confortable, en préparant le dîner, ou peut-être en vous promenant dans les rues de votre belle ville? Allez, installons-nous confortablement et commençons cette histoire qui, j'en suis certain, restera gravée dans vos mémoires. Les premières lueurs de l'aube caressaient doucement les vitres de la somptueuse demeure des Dubois, située dans le 16e arrondissement de Paris. C'était à cette heure matinale qu'Isabelle Martin, 22 ans, franchissait discrètement la porte de service, ses pas silencieux résonnant à peine sur le marbre italien du hall d'entrée. Ses cheveux châtains étaient soigneusement attachés en chignon, et son uniforme simple mais propre témoignait de sa fierté malgré sa condition modeste. Dans ses yeux noisettes brillait une lueur de détermination qui contrastait avec la fatigue accumulée par des journées de labeur incessant. Elle portait toujours avec elle cette dignité naturelle que ni la pauvreté ni les épreuves de la vie n'avaient réussi à ternir. Son visage fin et délicat gardait cette fraîcheur de la jeunesse, malgré les responsabilités qui pesaient sur ses frêles épaules depuis que la maladie avait frappé sa famille. Chaque matin, Isabelle accomplissait le même rituel minutieux. Elle commençait par le grand salon, époussetait chaque bibelot précieux avec une délicatesse infinie, comme si elle caressait des trésors auxquels elle n'aurait jamais accès. Les tableaux de maître qui ornèrent les murs semblaient la regarder travailler, témoin silencieux de sa grâce naturelle dans chacun de ses gestes. Parfois, elle s'arrêtait quelques secondes devant une toile particulièrement belle, se permettant ce petit plaisir innocent d'admirer l'art que seuls les riches pouvaient s'offrir. Ces moments fugaces lui rappelèrent les rêves qu'elle nourrissait autrefois, quand elle était encore étudiante en littérature, avant que la maladie de son père ne l'oblige à abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Le lustre en cristal de Bohème qui dominait la pièce renvoyait 1000 reflets dorés sur son visage concentré, créant une aura presque magique autour de cette jeune femme qui évoluait dans un monde qui n'était pas le sien. L'appartement qu'elle partageait avec son père dans le 19e arrondissement était à des années-lumière de cette splendeur. Henri Martin, ancien ouvrier du bâtiment de 58 ans, luttait contre un cancer qui rongeait ses forces jour après jour. Les factures médicales s'accumulaient sur la petite table de leur cuisine, formant une pile inquiétante, que seul le salaire d'Isabelle permettait tant bien que mal de réduire. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec des courbatures dans tout le corps, mais trouvait encore l'énergie de préparer le dîner de son père et de lui lire quelques pages de ses romans favoris. « Ma petite étoile », l'appelait-il tendrement de sa voix affaiblie, « un jour, tu brilleras comme tu le mérites. Je le sens dans mon cœur de père. » Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Isabelle, même dans les moments les plus difficiles, quand l'épuisement menaçait de la faire craquer. Elle gardait précieusement ces mots comme un talisman contre le désespoir qui parfois l'envahissait durant les longues nuits blanches passées à s'inquiéter pour l'avenir. Ce matin-là, alors qu'elle astiquait la rampe d'escalier en acajou massif avec un soin particulier, une voix douce l'interpella depuis le palier du premier étage. « Bonjour Isabelle, vous êtes matinale comme toujours. » Alexandre Dubois descendait lentement les marches, vêtu d'un costume sobre mais élégant, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés, trahissant un réveil récent. À 32 ans, il possédait cette prestance naturelle des hommes habitués au pouvoir, mais ses yeux gris révélaient une sensibilité que peu de gens avaient eu l'occasion de découvrir. Sa silhouette élancée et sa démarche assurée témoignaient d'une éducation raffinée, mais contrairement aux autres membres de sa famille, il avait toujours traité Isabelle avec une courtoisie respectueuse qui la touchait profondément. « Bonjour, monsieur Dubois »,
répondit-elle en baissant légèrement la tête, sentant ses joues rosir imperceptiblement sous son regard bienveillant, ce qui ne passa pas inaperçu aux yeux observateurs d'Alexandre. Alexandre s'arrêta près d'elle, respirant le parfum délicat de cire d'abeille qu'elle utilisait pour entretenir le bois. Son eau de Cologne masculine se mêlait subtilement à cette odeur familière, créant un mélange troublant qui fit battre le cœur d'Isabelle un peu plus fort. « Vous savez, vous n'êtes pas obligé de m'appeler monsieur. » Alexandre suffit largement. Il observait ses mains fines qui manièrent le chiffon avec une précision d'artiste, remarquant au passage les petites coupures que les produits d'entretien avaient laissées sur sa peau délicate. Cette attention aux détails révélait chez lui une sensibilité qu'il cachait soigneusement dans ses relations d'affaires. « Je vous ai apporté ceci, » dit-il en sortant de sa poche un petit tube de crème réparatrice de luxe. « C'est pour vos mains. Ma secrétaire m'a dit que c'était très efficace contre les irritations. » Isabelle leva les yeux vers lui, surprise par cette attention inattendue qui bouleversait sa routine matinale habituelle. « C'est très gentil de votre part, mais je ne peux pas accepter, » murmura-t-elle, troublée par tant de délicatesse venant d'un homme qui aurait pu l'ignorer complètement. « Bien sûr que si, » insista Alexandre avec un sourire chaleureux qui illumina son visage généralement sérieux. « Considérez cela comme un outil de travail indispensable. » Il posa délicatement le tube sur la rampe, ses doigts effleurant furtivement ceux d'Isabelle, dans un contact électrisant qui les fit tressaillir tous les deux. Cette interaction marquait un tournant subtil dans leur relation quotidienne, ouvrant une brèche dans le mur invisible qui séparait leurs deux mondes. Depuis plusieurs mois déjà, Alexandre avait commencé à remarquer la jeune femme de ménage qui évoluait dans sa demeure avec une grâce particulière. Il avait observé sa façon de redresser délicatement les fleurs dans les vases de cristal, sa manière de replacer les coussins de soie avec un sens esthétique naturel, et surtout cette mélancolie douce qui voilait parfois son regard quand elle pensait être seule face aux splendeurs qu'elle ne posséderait jamais. Quelque chose en elle éveillait sa curiosité, et il devait se l'avouer, son admiration grandissante. Dans un monde où il était entouré de personnes calculatrices et intéressées, toujours prête à flatter son ego pour obtenir quelque avantage, la sincérité d'Isabelle brillait comme un phare dans la nuit. Elle possédait cette beauté authentique que ni les bijoux ni les robes de couturier ne pouvaient égaler, une beauté qui venait de l'âme et qui transparaissait dans chacun de ses gestes spontanés. Ses traits fins et harmonieux n'avaient besoin d'aucun artifice pour séduire, et sa simplicité naturelle contrastait agréablement avec l'arrogance des femmes de son milieu social. Alexandre se surprenait souvent à guetter le moment où elle arriverait le matin, trouvant dans sa présence silencieuse un réconfort qu'il ne s'expliquait pas encore totalement. La matinée se poursuivait dans une atmosphère particulière, chargée d'une tension douce et troublante. Alexandre trouvait sans cesse des prétextes pour passer près des pièces qu'Isabelle nettoyait, prétendant chercher un dossier important ou vérifier quelques détails insignifiants de la décoration. Leurs regards se croisaient furtivement, créant des étincelles invisibles qui n'échappaient ni à l'un ni à l'autre, mais qu'ils n'osaient pas encore nommer. Quand Isabelle épousseta la bibliothèque du bureau de style Louis XVI, Alexandre remarqua la façon dont elle caressait tendrement la tranche dorée des livres reliés de cuir. Ses doigts glissaient sur les volumes avec une révérence qui trahissait son amour pour la littérature. « Vous aimez la littérature » demanda-t-il spontanément, incapable de résister à l'envie d'engager la conversation avec cette femme qui l'intriguait de plus en plus chaque jour. Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent d'une joie pure qui transforma instantanément son visage. « J'étudiais les lettres avant de devoir arrêter mes études », confessa-t-elle timidement, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion du souvenir. « Quel était votre auteur préféré ?» poursuivit-il, sincèrement intéressé par cette facette cachée de sa personnalité. « Victor Hugo », répondit-elle sans hésiter, ses yeux brillants de passion. « Les Misérables m'ont toujours profondément ému. Cette idée magnifique que l'amour et la bonté peuvent triompher de toutes les adversités. » Alexandre sourit, touché par cette passion qui animait soudain le visage de la jeune femme, révélant une intelligence et une sensibilité qui le troublaient plus qu'il ne voulait l'admettre. L'après-midi même, les talons aiguilles de Camille Rousseau claquaient impérieusement sur le marbre du hall d'entrée, annonçant son arrivée comme un orage qui approche. À 28 ans, cette héritière de la haute bourgeoisie parisienne incarnait parfaitement l'arrogance de sa classe sociale. Ses cheveux blonds platine étaient coiffés en un chignon sophistiqué qui avait coûté plus que le salaire mensuel d'Isabelle, et sa robe griffée moulait une silhouette entretenue par les meilleurs coachs sportifs de la capitale. Ses yeux bleus, qui auraient pu être magnifiques,
était durcie par une froideur calculatrice qui glaçait quiconque osait croiser son regard. Dès qu'elle aperçut Isabelle en train de nettoyer les vitres du salon, son visage se crispa dans une expression de dégoût à peine dissimulée. « Encore cette petite souillon !» marmonna-t-elle entre ses dents, assez fort pour être entendue, mais assez bas pour prétendre que c'était involontaire. Camille déposa sans ménagement son sac de luxe sur la console en marqueterie que venait de cirer Isabelle, renversant volontairement le petit vase de fleurs fraîches qui l'ornait. L'eau se répandit sur le meuble précieux, menaçant d'abîmer le vernis délicat. « Oh là là, comme je suis maladroite !» dit-elle d'un ton faussement désolé, un sourire cruel étirant ses lèvres parfaitement maquillées. « J'espère que vous pourrez réparer mes dégâts. » Isabelle se précipita immédiatement avec son chiffon, s'agenouillant pour éponger l'eau avant qu'elle n'endommage irrémédiablement le bois ancien. « Ce n'est rien, mademoiselle Rousseau », murmura-t-elle avec une patience qui forçait l'admiration, refusant de donner à cette femme hautaine la satisfaction de la voir s'énerver. Cette dignité tranquille dans l'humiliation ne fit qu'attiser davantage la méchanceté de Camille, qui y voyait un défi à son autorité naturelle. Cette scène cruelle n'était malheureusement pas un incident isolé. Depuis l'annonce officielle de ses fiançailles avec Alexandre 6 mois plus tôt, Camille avait pris un malin plaisir à humilier la jeune femme de ménage qu'elle percevait instinctivement comme une rivale potentielle. Son instinct de prédatrice lui soufflait qu'il se passait quelque chose entre son fiancé et cet employé trop joli à son goût. Chaque fois qu'elle venait dans la demeure, elle trouvait de nouveaux moyens de rabaisser Isabelle, renverser du café sur le tapis perçant qu'elle venait de nettoyer, critiquer ouvertement son travail devant les autres domestiques, ou encore exiger qu'elle refasse plusieurs fois la même tâche sous des prétextes futiles. Sa cruauté raffinée s'exerçait avec d'autant plus de plaisir qu'Isabelle ne se plaignait jamais, subissant ses vexations avec une grâce qui rendait Camille encore plus furieuse. Cette guerre sourde entre les deux femmes révélait les véritables motivations de l'héritière, bien loin des sentiments nobles qu'un mariage devrait inspirer, car il faut dire que cette union avait été orchestrée par les deux familles dans un but purement économique et social. Marguerite Dubois, la mère d'Alexandre, dirigeait les affaires familiales d'une main de fer depuis la mort prématurée de son mari. Cette femme de 62 ans, aux cheveux gris impeccablement coiffés et au regard perçant, ne connaissait que le langage des profits et des alliances stratégiques. Pour elle, le mariage de son fils unique avec la fille des Rousseau représentait la fusion rêvée entre leur empire immobilier et l'empire financier de leurs futurs associés. « Mon cher Alexandre », lui avait-elle expliqué lors d'un dîner familial mémorable, « les sentiments sont un luxe que ne peuvent se permettre les gens de notre rang. Cette union consolidera notre position pour les générations futures. » Sa voix froide et autoritaire ne laissait place à aucune discussion, comme si elle parlait d'une simple transaction commerciale plutôt que de l'avenir sentimental de son fils. Alexandre avait accepté cet arrangement avec la résignation d'un homme habitué depuis l'enfance à sacrifier ses désirs personnels sur l'autel des conventions familiales. Élevé dans l'idée que ses sentiments importaient moins que les intérêts du clan, il s'était persuadé qu'il pourrait apprendre à aimer Camille, ou du moins à la respecter suffisamment pour construire une vie conjugale acceptable. Lors de leurs premières rencontres organisées, il avait essayé de découvrir chez cette femme des qualités qui pourraient nourrir son affection. Mais très vite, il avait compris que derrière la beauté froide et l'éducation parfaite se cachait une personnalité superficielle et cruelle qui révulsait sa nature sensible. Leurs conversations se limitaient aux potins mondains, aux dernières acquisitions de luxe et aux stratégies pour grimper encore plus haut dans l'échelle sociale. Jamais un élan du cœur, jamais une émotion sincère, jamais cette complicité intellectuelle qu'il espérait secrètement trouver chez une compagne de vie. Les rares moments d'intimité qu'il partageait se résumaient à des baisers convenus lors des réceptions publiques, des gestes mécaniques destinés à entretenir l'illusion d'un couple amoureux devant la bonne société parisienne. Alexandre ressentait un vide profond durant ces instants censés être romantiques, comme si son âme refusait de s'ouvrir à cette femme qui ne comprenait rien à sa véritable nature. Camille, de son côté, se satisfaisait parfaitement de cette relation de façade qui lui garantissait le statut social qu'elle convoitait depuis toujours. Elle voyait en Alexandre un mari présentable, riche et suffisamment influent pour satisfaire ses ambitions mondaines. L'amour véritable lui importait peu, pourvu qu'elle puisse briller dans les salons parisiens au bras d'un homme respecté. Cette conception purement utilitaire du mariage la rendait d'autant plus agressive
envers toute femme susceptible d'éveiller chez son fiancé des sentiments qu'elle-même était incapable d'inspirer. Ce jour-là, Alexandre revenait justement de son bureau quand il découvrit la scène dans le salon. Camille était en train d'examiner d'un œil critique le travail d'Isabelle, qui finissait de remettre en ordre la console après l'incident du vase. « Vraiment, Alexandre, » lançait la jeune femme blonde d'une voix hautaine, « il faudrait songer à remplacer votre personnel. Cette fille ne sait manifestement pas faire son travail correctement. » Elle désignait du doigt quelques gouttes d'eau invisibles sur le meuble, inventant des défauts inexistants pour justifier sa méchanceté gratuite. Isabelle gardait les yeux baissés, ses joues rougies par l'humiliation, mais elle continuait son travail avec une concentration admirable. Cette patience face à l'injustice toucha profondément Alexandre, qui reconnaissait dans cette attitude la noblesse d'âme qu'il cherchait vainement chez sa fiancée. « Je trouve au contraire qu'Isabelle fait un travail remarquable », intervint-il d'une voix ferme qui surprit les deux femmes. « Cette maison n'a jamais été aussi bien entretenue. » Le regard que Camille lança à son fiancé était chargé d'une colère froide qui en disait long sur sa véritable personnalité. Comment osait-il la contredire publiquement, et surtout pour défendre une simple domestique? Cette réaction inattendue confirmait ses soupçons les plus noirs concernant les sentiments troubles qu'Alexandre pourrait nourrir envers cette petite paysanne. « Bien sûr, mon chéri, » répondit-elle d'un ton mielleusement faux, « tu as toujours eu bon cœur avec les gens de maison. » Mais ses yeux lançaient des éclairs prometteurs de futures représailles. Isabelle, quant à elle, avait relevé la tête avec surprise en entendant Alexandre prendre sa défense. Leurs regards se croisèrent fugacement, et dans cette fraction de seconde, une compréhension muette s'établit entre eux. Il y avait dans les yeux gris d'Alexandre une tendresse protectrice qui fit battre le cœur d'Isabelle plus vite, tandis qu'elle y lisait une tristesse profonde qui résonnait avec sa propre mélancolie. Ce moment suspendu dans le temps marquait un tournant dans leur relation, même s'ils n'en mesuraient pas encore toutes les conséquences. L'atmosphère dans la pièce était devenue électrique, chargée de tensions non dites et d'émotions contradictoires. Camille sentait que quelque chose lui échappait dans cette triangulaire naissante, et sa nature possessive se réveillait comme un fauve aux abois. Elle, qui avait toujours obtenu tout ce qu'elle voulait par la force ou la manipulation, découvrait avec amertume qu'il existait des territoires du cœur où son pouvoir restait sans effet. Alexandre, troublé par l'intensité de sa propre réaction, tentait de rationaliser cet élan protecteur qu'il avait ressenti en voyant Isabelle humiliée. Et Isabelle, bouleversée par cette défense inattendue, commençait à entrevoir la possibilité que ses sentiments secrets ne soient peut-être pas entièrement à sens unique. Les fondations de l'ordre établi commençaient imperceptiblement à trembler sous le poids de ces émotions naissantes qui allaient bientôt bouleverser toutes leurs existences. Les jours qui suivirent cette confrontation virent naître une complicité silencieuse entre Alexandre et Isabelle, faite de regards échangés et de petites attentions délicates qui échappaient aux yeux indiscrets. Chaque matin, quand Isabelle arrivait pour commencer son travail, elle trouvait désormais sur la console de l'entrée une tasse de café encore fumant, accompagnée d'un petit croissant doré provenant de la meilleure boulangerie du quartier. Au début, elle avait cru à une erreur, pensant que quelqu'un avait oublié son petit déjeuner. Mais quand elle avait voulu le signaler à Alexandre, celui-ci avait souri avec une douceur qui avait fait fondre son cœur. « C'est pour vous, Isabelle. Une journée de travail ne devrait jamais commencer le ventre vide. » Cette attention touchante révélait chez cet homme habitué au luxe une sensibilité aux petites misères quotidiennes qui surprenait et émouvait la jeune femme. Elle qui avait l'habitude de ne prendre qu'un thé léger avant de partir de chez elle pour économiser quelques euros, découvrait le plaisir simple d'un vrai petit déjeuner pris dans la douceur du matin. Ces moments partagés autour d'un café créaient une intimité nouvelle dans leurs échanges. Alexandre avait pris l'habitude de s'attarder quelques minutes dans le hall avant de partir pour son bureau, prétextant vérifier son agenda ou consulter son téléphone. En réalité, il savourait ces instants privilégiés où il pouvait observer Isabelle sans contrainte, admirant la grâce naturelle avec laquelle elle effectuait les gestes les plus simples. Quand elle portait la tasse à ses lèvres, ses paupières se fermaient délicatement sous le plaisir de la première gorgée et un sourire inconscient étirait sa bouche rosée. Ces expressions spontanées de bonheur touchaient profondément Alexandre, qui découvrait qu'il était possible de trouver la beauté dans les détails les plus quotidiens. Leurs conversations, d'abord timides et formelles, prenaient peu à peu une tournure plus personnelle et chaleureuse. Isabelle osait raconter quelques anecdotes sur son quartier populaire, ses voisins pittoresques, les petits commerces où elle faisait ses courses.
Alexandre l'écoutait avec une attention passionnée, fasciné par cette vie simple et authentique qui contrastait si fort avec l'univers artificiel dans lequel il évoluait. Un matin de novembre particulièrement froid, Isabelle arriva plus tard que d'habitude, les yeux rougis et les traits tirés par une nuit blanche. Alexandre remarqua immédiatement ce changement dans son apparence habituelle et s'inquiéta sincèrement de son état. « Tout va bien, Isabelle ? Vous semblez fatiguée. » La jeune femme hésita un instant, peu habituée à ce qu'on se préoccupe de son bien-être, puis laissa échapper malgré elle. « Mon père a fait une chute cette nuit. J'ai passé la nuit aux urgences avec lui. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'angoisse qui l'habitait depuis des heures. Alexandre sentit son cœur se serrer en imaginant cette frêle jeune femme passant la nuit dans les couloirs froids d'un hôpital, veillant seule sur son père malade. « Comment va-t-il maintenant ?» demanda-t-il avec une douceur qui surprit Isabelle par sa sincérité. « Les médecins disent que ce n'est rien de grave, juste une faiblesse due au traitement. Mais il faudrait qu'il ait un suivi médical plus régulier et... » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle était en train de confier ses problèmes personnels à son patron, ce qui dépassait largement le cadre de leur relation professionnelle. « Et quoi, Isabelle? N'hésitez pas à me dire ce qui vous préoccupe. » Alexandre s'était rapproché d'elle, et elle pouvait sentir le parfum discret de son eau de Cologne mêlé à l'odeur réconfortante de sa veste en laine. Cette proximité physique troublait ses sens, mais la gentillesse qu'elle lisait dans ses yeux gris l'encourageait à continuer. Les consultations chez les spécialistes coûtent très cher, et avec mon salaire, elle baissa la tête, honteuse de devoir avouer ses difficultés financières à cet homme qui possédait plus que ce qu'elle pourrait jamais espérer avoir dans toute sa vie. Alexandre fut bouleversé par cette confession qui révélait l'ampleur des sacrifices qu'elle consentait quotidiennement pour son père. Sans réfléchir, il sortit son portefeuille et en tira plusieurs billets. « Prenez ceci pour les frais médicaux de votre père. Et ne me dites pas non, c'est important. » Isabelle recula comme si on lui tendait du feu, ses joues s'empourprant de fierté blessée. « Monsieur Alexandre, je ne peux pas accepter votre argent. Je ne suis pas une mendiante. » Sa dignité naturelle reprenait le dessus, même dans la détresse, ce qui ne fit qu'augmenter l'admiration qu'Alexandre éprouvait pour elle. « Isabelle, ce n'est pas de la charité, » insista-t-il doucement. « Considérez cela comme une avance sur votre salaire. Vous me rembourserez quand vous le pourrez. » Il mentait délibérément, n'ayant aucune intention de se faire rembourser, mais il comprenait qu'elle avait besoin de préserver sa fierté pour accepter son aide. La jeune femme le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la moindre trace de condescendance ou de pitié. Elle n'y trouva qu'une sincère inquiétude et une générosité qui la toucha au plus profond de son cœur. « D'accord, » murmura-t-elle finalement, « mais je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. » Alexandre sourit, heureux d'avoir trouvé le moyen de l'aider sans blesser son orgueil. « J'y compte bien, » mentit-il encore, « je connais votre sens de l'honneur. » Ce mensonge bienveillant scellait entre eux une complicité nouvelle, basée sur la confiance mutuelle et l'affection naissante. Cette générosité discrète marqua un tournant décisif dans leur relation. Isabelle commença à voir en Alexandre non plus seulement le patron inaccessible, mais un homme bon et attentionné qui se souciait réellement de son bien-être. De son côté, Alexandre découvrait le plaisir unique de pouvoir aider quelqu'un sans arrière-pensée, juste pour le bonheur de voir sourire cette femme qui l'émouvait de plus en plus chaque jour. Leurs conversations matinales s'allongèrent naturellement, devenant le moment le plus attendu de leur journée respective. Alexandre arrivait maintenant plus tôt au bureau pour pouvoir passer plus de temps avec Isabelle, et celle-ci prenait soin de son apparence avec plus d'attention, choisissant ses robes les plus jolies, même si elles restaient très simples. Un matin, alors qu'elle époussetait les livres de la bibliothèque, Alexandre la surprit en train de feuilleter discrètement un recueil de poésie de Baudelaire. « Les fleurs du mal », observa-t-il en s'approchant silencieusement. Un choix audacieux pour une lecture matinale. Isabelle sursauta et faillit faire tomber le livre, confuse d'avoir été prise en flagrant délit de lecture pendant ses heures de travail. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas, je finissais juste de nettoyer et... » Alexandre l'interrompit d'un geste apaisant. « Ne vous excusez pas, au contraire. Que pensez-vous de Baudelaire ?» Cette question inattendue ouvrit les vannes d'une passion littéraire trop longtemps contenue. Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent d'un éclat particulier quand elle commença à parler de la beauté mélancolique de cette poésie, de la façon dont le poète savait transformer la laideur en beauté par la magie des mots. Alexandre l'écoutait avec une fascination croissante, découvrant une intelligence subtile et une sensibilité poétique qui le bouleversaient. Cette jeune femme qu'il croyait connaître lui révélait des facettes insoupçonnées de sa personnalité,
chaque découverte le séduisant un peu plus. « Vous devriez reprendre vos études, dit-il spontanément. Il serait criminel de gâcher un tel talent. » Isabelle secoua tristement la tête. « C'est impossible maintenant. Mon père a besoin de moi, et puis je n'ai plus l'âge de rêver à des choses pareilles. »« On a toujours l'âge de rêver, Isabelle, » répondit Alexandre avec une conviction qui la surprit. « Eh, qui sait? Peut-être que la vie vous réserve des surprises. » Il y avait dans sa voix une promesse voilée qu'elle n'osait pas interpréter, mais qui faisait naître en elle un espoir timide qu'elle s'efforçait de réprimer. Cette conversation marqua le début d'une nouvelle phase dans leur relation, où les barrières sociales commençaient à s'estomper devant la force de leur attraction mutuelle. Alexandre se mit à lui prêter des livres de sa bibliothèque personnelle, griffonnant parfois de petits mots d'accompagnement qui révélaient ses propres goûts littéraires et ses réflexions intimes. Isabelle les lisait avec avidité le soir, après avoir couché son père, y trouvant un échappatoire à sa condition difficile et un lien secret avec l'homme qui occupait de plus en plus ses pensées. Un après-midi où la pluie tambourinait mélancoliquement contre les fenêtres, Alexandre découvrit Isabelle en larmes dans la cuisine, tenant à la main une lettre froissée. Elle tentait vainement de dissimuler son chagrin, mais ses sanglots étouffés avaient trahi sa détresse. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec inquiétude, oubliant toute prudence pour s'approcher d'elle. « Ce n'est rien, monsieur. Juste des nouvelles de l'hôpital, » balbutia-t-elle en essuyant ses larmes du revers de la main. Mais Alexandre tendit doucement la main vers la lettre. « Puis-je » Isabelle hésita, puis lui tendit le papier qui annonçait l'aggravation de l'état de son père et la nécessité d'un traitement coûteux qu'elle ne pourrait jamais se permettre. Sans un mot, Alexandre l'attira contre lui dans un geste spontané de réconfort. Isabelle se laissa aller contre sa poitrine, respirant son parfum masculin, et puisant dans cette étreinte une force qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Ce contact physique innocent mais troublant éveilla en eux des sensations nouvelles qui les laissèrent tous deux ébranlés. Alexandre sentait les cheveux soyeux d'Isabelle contre sa joue et elle percevait les battements accélérés de son cœur contre sa tempe. Quand ils se séparèrent, leurs visages restèrent très proches, leur souffle se mêlant dans l'air tiède de la cuisine. Le moment magique fut brutalement interrompu par le claquement sec de talons dans le couloir. Camille apparut sur le seuil, ses yeux bleus lançant des éclairs en découvrant cette scène d'intimité qui confirmait ses pires soupçons. « Alexandre, que fais-tu » Sa voix coupante comme une lame brisa l'enchantement de l'instant. Les deux complices se séparèrent précipitamment, Isabelle baissant la tête de confusion tandis qu'Alexandre tentait de garder contenance. Isabelle avait reçu de mauvaises nouvelles concernant son père, je la consolais simplement. Cette explication rationnelle ne trompa personne, surtout pas Camille, dont l'instinct de femme avait immédiatement décelé la nature des sentiments qui unissaient ces deux êtres. « Comme c'est touchant !» siffla-t-elle avec un sourire venimeux. « J'ignorais que tu t'intéressais de si près au personnel de maison. » Le sous-entendu était clair et blessant, mais Alexandre ne releva pas, préférant protéger Isabelle d'un éclat qui l'aurait humiliée davantage. Cette scène marquait la fin de l'innocence dans leur relation secrète et annonçait les tempêtes à venir. Les semaines qui suivirent cette découverte furent un calvaire pour Alexandre, tiraillé entre ses obligations familiales et les sentiments profonds qui grandissaient chaque jour davantage pour Isabelle. Camille avait immédiatement rapporté l'incident à Marguerite Dubois, qui convoqua son fils dans son bureau le soir même pour une explication orageuse. « Alexandre, j'espère que tu mesures la gravité de la situation, » commença-t-elle de sa voix glaciale, assise derrière son imposant bureau d'acajou comme un juge prêt à prononcer une sentence. Camille m'a raconté la petite scène touchante à laquelle elle a assisté. Je suppose que tu as une explication raisonnable à me donner. Ses yeux perçants scrutaient le visage de son fils, cherchant le moindre signe de faiblesse ou de culpabilité. Alexandre soutint son regard avec une fermeté qu'elle ne lui connaissait pas. « Mère, j'ai simplement consolé une employée en détresse. Il n'y a rien de répréhensible dans ce geste d'humanité. » Mais Marguerite n'était pas dupe. « Ne me prends pas pour une imbécile, mon fils. Cette fille te fait perdre la tête, c'est évident. Mais souviens-toi que tu as des responsabilités envers ta famille et ton rang social. » Cette confrontation avec sa mère força Alexandre à s'interroger sérieusement sur ses véritables sentiments. Durant les nuits blanches qui suivirent, il arpentait sa chambre en réfléchissant à l'impasse dans laquelle il se trouvait. D'un côté, il y avait Camille et le mariage arrangé qui devait sceller l'union de deux empires financiers. De l'autre, il y avait Isabelle et la possibilité d'un amour authentique qu'il n'avait jamais espéré connaître. Plus il y pensait, plus il réalisait que ses sentiments pour la jeune femme de ménage dépassaient largement une simple attirance physique. Il admirait sa force de caractère,
sa générosité naturelle, son intelligence cachée derrière une apparente simplicité. Avec elle, il se sentait libre d'être lui-même sans le masque de politesse froide qu'il portait dans son milieu social. Leur conversation matinale était devenue l'oasis de vérité dans une existence remplie de conventions et de faux semblants. Il comprenait maintenant qu'épouser Camille reviendrait à condamner son âme à une mort lente et douloureuse. Pendant ce temps, Isabelle vivait elle aussi un bouleversement intérieur qui la laissait épuisée et confuse. L'étreinte partagée dans la cuisine avait réveillé en elle des sensations qu'elle croyait réservées aux héroïnes des romans qu'elle lisait en secret. La tendresse protectrice qu'elle avait lue dans les yeux d'Alexandre, la chaleur de ses bras autour d'elle, tout cela hantait ses pensées jour et nuit. Mais sa raison lui rappelait cruellement l'impossibilité de cette situation. Comment pourrait-elle, simple fille de ménage sans fortune ni éducation, espérer séduire un homme de ce rang? Cette différence sociale lui paraissait infranchissable, et elle s'efforçait de refouler ses sentiments naissants pour préserver sa santé mentale. Elle évitait désormais le regard d'Alexandre lors de leur rencontre matinale, se contentant d'un bonjour poli avant de s'absorber entièrement dans son travail. Cette distance soudaine ne passa pas inaperçue aux yeux d'Alexandre, qui souffrait de cette froideur nouvelle après l'intimité qu'ils avaient partagée. Un matin de décembre, alors que les préparatifs du mariage battaient leur plein et que les invitations avaient été envoyées à tout le gratin parisien, Alexandre prit une décision qui allait changer le cours de toute leur vie. Il s'était réveillé avec la certitude absolue qu'il ne pouvait pas épouser Camille, quelles qu'en soient les conséquences familiales et sociales. Cette révélation s'imposait à lui avec la force de l'évidence, balayant des mois d'hésitation et de compromis. Il aimait Isabelle d'un amour profond et sincère, et cette vérité méritait d'être vécue pleinement plutôt que d'être sacrifiée sur l'autel des convenances. En descendant prendre son petit déjeuner, il croisa sa mère qui supervisait l'arrangement des fleurs pour la réception. « Mère, nous devons parler », annonça-t-il d'une voix ferme qui la fit se retourner avec surprise. « J'ai quelque chose d'important à vous dire concernant le mariage. » Marguerite leva un sourcil interrogateur, pressentant que cette conversation n'allait pas lui plaire. « Je ne peux pas épouser Camille », déclara Alexandre sans préambule, préférant annoncer la nouvelle brutalement plutôt que de tourner autour du pot. « Je ne l'aime pas et je ne pourrai jamais l'aimer. Ce mariage serait une erreur pour nous deux. » Le visage de Marguerite se durcit immédiatement, ses traits se figeant dans une expression de colère froide qui promettait une bataille mémorable. « Alexandre, es-tu devenu fou? Tout est organisé, les contrats sont signés, la réception est prévue dans 3 semaines. Tu ne peux pas annuler maintenant. » Sa voix tremblait de rage contenue, mais Alexandre tenait bon face à la tempête maternelle. « Justement, mère, tout a été organisé sans me demander mon avis, comme si j'étais un pion sur un échiquier. Mais c'est ma vie qui est en jeu. Et j'ai le droit de choisir la femme avec qui je veux la partager. » Cette déclaration d'indépendance sonnait comme une révolution dans cette famille, où l'autorité maternelle n'avait jamais été contestée. « Et puis-je savoir qui a eu l'honneur de troubler ta raison à ce point ?» demanda Marguerite, avec un sourire sarcastique, bien qu'elle connaît déjà la réponse. « Cette petite domestique, j'imagine? Tu es prêt à sacrifier ton avenir pour une passade avec une fille de rien ?» Ces mots étaient choisis pour blesser, mais Alexandre ne broncha pas. Isabelle vaut 1000 fois mieux que toutes les héritières de votre cercle réunis. Elle possède une noblesse de cœur que l'argent ne peut pas acheter. Cette défense passionnée confirma à Marguerite l'ampleur de la catastrophe. Son fils était véritablement amoureux, ce qui rendait la situation infiniment plus compliquée qu'une simple toquade passagère. « Tu réalises que tu vas nous couvrir de ridicule? Que diront nos relations d'affaires? Et les Rousseau, comment vont-ils réagir à cet affront ?» Mais Alexandre avait dépassé le stade où ses considérations mondaines pouvaient l'influencer. La conversation s'éternisa pendant des heures, Marguerite alternant entre les menaces, les supplications et les arguments économiques pour tenter de faire revenir son fils à la raison. Elle évoqua l'empire familial qui risquait de s'effondrer, les contrats qui seraient annulés, la réputation de la famille qui serait ternie à jamais. Alexandre écouta patiemment tous ces arguments, mais sa décision était prise et rien ne pourrait l'ébranler. « Mère, j'ai réfléchi à tout cela. Je suis prêt à assumer les conséquences de mon choix. Si cela doit nous coûter des relations d'affaires, nous en reconstruirons d'autres. L'argent se regagne, mais le bonheur véritable est plus rare. » Cette philosophie scandalisait profondément Marguerite, qui avait consacré toute sa vie à l'accumulation de richesses et de pouvoir. Comment son fils pouvait-il préférer les sentiments aux intérêts matériels? Cette incompréhension générationnelle creusait un fossé de plus en plus profond entre la mère et le fils.
Face à l'obstination d'Alexandre, Marguerite changea de tactique et joua sa dernière carte. Très bien, si tu veux annuler ce mariage, libre à toi. Mais sache que tout a été payé d'avance. La réception, les fleurs, le traiteur, l'orchestre, tout. Nous parlons de centaines de milliers d'euros qui seront perdus. Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de massue. Dans son élan romantique, il avait oublié l'aspect financier des préparatifs. Sa famille avait effectivement investi une fortune dans cette cérémonie et annuler au dernier moment représentait une perte énorme. Mais soudain, une idée folle germa dans son esprit. Une solution audacieuse qui pourrait sauver à la fois son honneur et l'argent familial. Et si le mariage avait lieu quand même, mais avec une autre mariée, proposa-t-il, le cœur battant à l'idée de ce qu'il s'apprêtait à suggérer. Marguerite le regarda comme s'il avait perdu la raison. Que veux-tu dire exactement? Alexandre prit une profonde inspiration avant de révéler son plan incroyable. Je veux dire que si Isabelle accepte de m'épouser, nous pourrions utiliser tous les préparatifs déjà en place. Les invités, la réception, tout serait maintenu. Seule la mariée changerait. Cette proposition révolutionnaire laissa Marguerite sans voix pendant plusieurs secondes. L'idée était si audacieuse, si contraire à toutes les conventions sociales qu'elle en devenait presque surréaliste. Tu veux présenter cette domestique à nos invités comme ta femme? Tu imagines le scandale? Mais Alexandre avait retrouvé son assurance. Parfaitement. Et ceux qui ne pourront pas l'accepter ne méritent pas notre considération. Il y avait dans sa voix une détermination nouvelle qui impressionna malgré elle Marguerite. Pour la première fois de sa vie, elle voyait son fils faire preuve d'une volonté de fer, prêt à défier le monde entier pour ses convictions. Cette transformation la troublait autant qu'elle l'inquiétait, car elle reconnaissait dans cette obstination le caractère qu'elle-même possédait et qui avait fait sa force dans les affaires. Après cette confrontation épuisante avec sa mère, Alexandre savait qu'il devait maintenant convaincre la principale intéressée. Trouver Isabelle et lui proposer de devenir sa femme représentait le défi le plus important de sa vie. Comment une jeune femme simple et modeste réagirait-elle à une proposition aussi invraisemblable? Accepterait-elle de s'exposer au jugement impitoyable de la haute société parisienne? Alexandre passait en revue tous les arguments qu'il pourrait utiliser, tous les moyens de la rassurer sur l'avenir qu'il voulait construire avec elle. Il savait qu'il lui faudrait toute sa force de persuasion pour convaincre Isabelle que leur amour pouvait triompher de tous les obstacles sociaux et familiaux qui se dressaient devant eux. Le lendemain de sa décision irrévocable, Alexandre attendit avec une impatience fébrile l'arrivée matinale d'Isabelle. Il avait passé la nuit à répéter mentalement les mots qu'il allait prononcer, cherchant la façon la plus délicate d'aborder un sujet qui bouleverserait à jamais l'existence de la jeune femme. Quand elle franchit la porte de service à 7 heures précises, comme chaque matin, il remarqua immédiatement les cernes qui soulignaient ses yeux fatigués et la pâleur inhabituelle de son teint. Les dernières semaines avaient été éprouvantes pour elle aussi, tiraillée entre ses sentiments grandissants et la conscience douloureuse de leur impossibilité apparente. « Bonjour Isabelle » dit-il doucement, sa voix trahissant une nervosité qu'il tentait vainement de dissimuler. « Pourriez-vous m'accorder quelques minutes? J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Le ton solennel de sa demande alarma immédiatement la jeune femme qui craignit un instant qu'il s'agisse de son renvoi suite aux incidents avec Camille. Son cœur se serra à l'idée de perdre ce travail indispensable à la survie de sa famille, mais aussi ces moments précieux passés en compagnie d'Alexandre. « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle en posant son sac de produits d'entretien, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'appréhension. Alexandre la guida vers le petit salon de thé attenant à la cuisine, un endroit intime où il pourrait parler sans risquer d'être interrompu. L'atmosphère feutrée de cette pièce, avec ses fauteuils confortables et ses rideaux de dentelle fine, créait un cadre plus approprié pour la conversation qu'il s'apprêtait à avoir. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit-il en lui désignant l'un des fauteuils. Cette invitation à s'installer dans un meuble réservé au maître de maison troubla Isabelle, qui préférait habituellement garder ses distances avec le mobilier de luxe qu'elle ne faisait qu'entretenir. Alexandre prit place en face d'elle, cherchant ses mots pour commencer cette révélation qui allait transformer leurs deux existences. « Isabelle, ce que je vais vous dire va peut-être vous sembler impossible, voire fou, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout avant de me répondre. » Le cœur d'Isabelle battait maintenant à tout rompre, et 1000 pensées contradictoires se bousculaient dans son esprit. Que pouvait-il avoir de si important à lui annoncer? Alexandre prit une profonde inspiration et se lança. « J'ai décidé d'annuler mon mariage avec Camille. Je ne l'aime pas, et je ne pourrai jamais l'aimer comme elle le mérite.
Cette première révélation fit l'effet d'une bombe dans l'esprit d'Isabelle, qui n'osait pas encore imaginer où cette conversation pouvait la mener. « Monsieur Alexandre, je ne comprends pas pourquoi vous me dites cela. Vos affaires de cœur ne me regardent pas, » balbutia-t-elle, bien que son cœur bondisse secrètement de joie à l'idée qu'il ne se marierait pas avec cette femme cruelle. « Si, Isabelle, cela vous regarde plus que vous ne le pensez, » répondit-il en plongeant son regard gris dans ses yeux noisettes. « Parce que c'est de vous que je suis amoureux. C'est vous que je veux épouser. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, laissant Isabelle complètement abasourdie. « Moi » articula-t-elle avec peine, comme si elle avait mal entendu. « Mais monsieur, c'est impossible. Je ne suis qu'une simple femme de ménage, et vous êtes... » Elle ne parvenait pas à terminer sa phrase, trop bouleversée par cette déclaration incroyable. Alexandre se pencha vers elle, prenant délicatement ses mains dans les siennes. « Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Votre beauté ne vient pas de vos vêtements ou de vos bijoux, mais de votre âme pure et généreuse. Avec vous, je me sens vivant comme jamais auparavant. » Ces paroles sincères faisaient naître en Isabelle un espoir qu'elle n'osait encore nourrir, mais la réalité de leur situation sociale la ramenait brutalement sur terre. « Alexandre, vous ne réalisez pas ce que vous dites. Vos amis, votre famille, ils ne m'accepteront jamais. Je ne sais même pas comment tenir une conversation dans votre milieu. » Sa voix tremblait d'émotion, partagée entre l'extase et la terreur. « Peu m'importe leurs opinions, » déclara Alexandre avec une fermeté qui surprit Isabelle. « Ceux qui comptent vraiment comprendront que l'amour véritable transcende les barrières sociales. Et pour ce qui est des conversations mondaines, votre intelligence naturelle vaut tous les diplômes du monde. » Il serra ses mains plus fort comme pour lui transmettre sa propre conviction. « Mais il y a autre chose que je dois vous dire. Tous les préparatifs du mariage sont déjà organisés. Tout est payé. Si vous acceptez de m'épouser, nous pourrions utiliser cette cérémonie, transformer ce qui devait être un mariage de convenance en une véritable célébration de notre amour. » Cette proposition laissa Isabelle encore plus stupéfaite. L'idée de prendre la place de Camille au pied de l'autel lui semblait relever du conte de fées, trop beau pour être vrai. « Vous voulez dire que j'arriverai en robe de mariée devant tous ces gens importants? Ils vont être choqués, scandalisés, » murmura-t-elle en imaginant la scène. « Laissez-moi m'occuper des réactions de mes invités, » répondit Alexandre avec un sourire rassurant. « Ce qui compte, c'est nous deux et notre bonheur. Acceptez-vous de devenir ma femme, Isabelle ?» Cette question directe la confrontait à la décision la plus importante de sa vie. D'un côté, elle aimait cet homme de tout son cœur et rêvait secrètement de ce moment depuis des mois. De l'autre, elle mesurait l'énormité du défi social qu'ils allaient affronter ensemble. Après un long silence pendant lequel elle pesait le pour et le contre, elle leva vers lui des yeux brillants de larmes. « Oui, Alexandre, oui, je veux devenir votre femme. » Ces mots simples scellèrent leur destin commun et marquèrent le début d'une aventure extraordinaire. Les jours qui suivirent cette acceptation furent consacrés aux préparatifs secrets du mariage, le plus invraisemblable que Paris ait jamais connu. Alexandre avait confié à sa couturière personnelle, Madame Bertin, la mission délicate de créer une robe de mariée pour Isabelle, en gardant le secret absolu sur l'identité de la future épouse. « Je veux quelque chose de simple mais élégant, qui mette en valeur sa beauté naturelle sans l'écraser sous trop d'ornements, » avait-il expliqué à l'artisane, intriguée par cette commande mystérieuse. La couturière, habituée aux excentricités de sa clientèle fortunée, s'était contentée de hocher la tête en prenant les mesures qu'Alexandre lui avait fournies avec une précision révélatrice de l'attention qu'il portait au corps d'Isabelle. Le choix s'était porté sur une robe en soie ivoire, d'une coupe classique mais moderne, ornée de délicates broderies de perles qui accrochèrent la lumière sans ostentation. Le voile, court et léger, encadrerait son visage avec une grâce naturelle qui soulignerait sa beauté sans la masquer. Pendant ce temps, Isabelle vivait dans un état de nervosité constante, oscillant entre l'euphorie de l'amour partagé et l'angoisse de l'épreuve qui l'attendait. Elle n'avait rien dit à son père de ses développements extraordinaires, craignant que l'émotion ne soit trop forte pour son cœur malade. Comment expliquer à cet homme simple et honnête que sa fille allait épouser un millionnaire? Henri Martin avait toujours élevé sa fille dans l'idée que la valeur d'une personne ne se mesurait pas à son compte en banque, mais cette leçon de vie allait être mise à rude épreuve. Un soir, n'y tenant plus, Isabelle décida de se confier partiellement à lui. « Papa, il va se passer quelque chose d'important dans ma vie, quelque chose de merveilleux mais aussi de terrifiant. » Henri leva vers elle ses yeux fatigués mais encore pétillants d'intelligence. « Ma petite étoile, raconte-moi tout.
Ton vieux père a peut-être encore quelques bons conseils à te donner. » La confession d'Isabelle, édulcorée pour ménager le cœur fragile de son père, révélait néanmoins l'essentiel. Elle était amoureuse et aimée en retour par un homme bon qui voulait l'épouser. Henri écouta attentivement, hochant la tête avec sagesse. « L'amour véritable est un cadeau rare, ma fille. Si cet homme te rend heureuse et te respecte, alors il a ma bénédiction. » Ces paroles simples mais pleines de tendresse rassurèrent Isabelle sur la justesse de sa décision. Son père, malgré sa maladie, gardait cette capacité à aller à l'essentiel qui l'avait toujours guidé dans les moments difficiles. « Merci, papa », murmura-t-elle en l'embrassant tendrement. « Ton opinion compte plus que tout pour moi. » Cette approbation paternelle lui donnait le courage dont elle aurait besoin pour affronter les regards hostiles et les critiques de la haute société parisienne. Le matin du mariage, l'église Saint-Sulpice rayonnait de tous ses ors sous les rayons du soleil parisien qui filtraient à travers les vitraux séculaires. Les plus grandes familles de France s'étaient déplacées pour assister à cette union qui promettait de marquer les annales mondaines de la capitale. Dans les travées de la majestueuse nef gothique, les invités arboraient leurs plus beaux atours, les femmes rivalisant d'élégance dans leurs robes de couturier et leurs bijoux étincelants, tandis que les hommes affichaient une prestance toute parisienne dans leurs costumes impeccables. L'atmosphère bruissait de conversations feutrées et d'excitations contenues, chacun s'attendant à assister au mariage de l'année entre Alexandre Dubois et l'héritière Camille Rousseau. Les gerbes de lys blancs et de roses ivoire qui ornaient chaque pilier embaumaient l'air d'un parfum délicat, créant une ambiance féerique digne des plus beaux contes. Au premier rang, Marguerite Dubois, résignée mais élégante dans son tailleur Chanel bleu marine, gardait un visage impassible, malgré l'orage qui grondait dans son cœur maternel. Alexandre, debout devant l'autel en compagnie du prêtre, tentait de maîtriser les battements désordonnés de son cœur, tout en observant discrètement l'assemblée qui l'entourait. Vêtu d'un smoking noir d'une coupe parfaite qui soulignait sa silhouette élancée, il incarnait l'image même du marié idéal que toutes ces familles bourgeoises rêvaient d'avoir pour gendre. Mais sous cette apparence sereine se cachait une nervosité qu'il avait du mal à contenir. Et si Isabelle changeait d'avis au dernier moment? Et si la pression sociale la dissuadait de venir? Ses pensées angoissantes tourbillonnaient dans son esprit, tandis qu'il fixait l'entrée de l'église avec une intensité qui n'échappait pas aux regards observateurs de l'assistance. Le père Martineau, qui officiait cette cérémonie, avait été discrètement mis au courant du changement de dernière minute et s'efforçait de garder son calme malgré sa surprise devant cette situation pour le moins inhabituelle dans sa longue carrière ecclésiastique. Soudain, les grandes orgues résonnèrent dans la voûte majestueuse, entonnant la marche nuptiale de Mendelssohn qui annonçait l'arrivée de la mariée. Tous les regards se tournèrent vers la porte principale de l'église, et un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée quand apparut non pas Camille Rousseau comme prévu, mais une jeune femme inconnue d'une beauté saisissante. Isabelle avançait lentement dans l'allée centrale, sa robe de soie ivoire épousant parfaitement ses formes délicates, le voile léger encadrant son visage rayonnant d'une émotion pure et authentique. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon simple mais élégant, orné d'une discrète épingle de perles qui appartenait à sa défunte mère et constituait son seul bijou. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un bouquet de muguets et de roses blanches qui contrastait avec la simplicité touchante de sa parure. Chaque pas qu'elle faisait vers l'autel résonnait comme un défi lancé aux conventions sociales, mais son regard ne quittait pas celui d'Alexandre qui l'attendait avec un sourire ému. L'effet de surprise était total. Les invités se tournaient les uns vers les autres avec des expressions de stupéfaction, cherchant à comprendre qui était cette mystérieuse jeune femme qui prenait la place de la fiancée officielle. « Qui est-ce » chuchotèrent les dames d'une voix scandalisée, agitant leurs éventails avec nervosité. « Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur », murmurait un homme d'affaires du premier rang, ajustant son monocle pour mieux voir cette intruse qui bouleversait le protocole établi. Les murmures enflaient progressivement, créant une rumeur qui menaçait de couvrir la musique solennelle. Certains invités commençaient à se lever de leurs bancs, ne sachant s'ils devaient rester ou partir face à cette situation inédite qui défrayait toutes les chroniques mondaines. Marguerite Dubois serrait les dents, son visage de marbre ne trahissant rien de la tempête qui ravageait son âme, mais ses mains gantées crispées sur son sac révélaient sa tension extrême. Malgré le tumulte grandissant de l'assistance, Isabelle continuait son avancée majestueuse vers l'autel, puisant dans l'amour qu'elle lisait dans les yeux d'Alexandre la force de surmonter sa terreur. Elle entendait les commentaires hostiles qui fusaient autour d'elle.
sentait les regards inquisiteurs qui la jaugeaient de la tête aux pieds. Mais rien ne pouvait l'arrêter maintenant qu'elle avait franchi le seuil de cette église. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose dans sa poitrine, mais elle gardait la tête haute avec une dignité naturelle qui forçait malgré tout le respect. Cette jeune femme inconnue qui osait défier toutes les règles établies possédait une grâce innée qui ne passait pas inaperçue, même chez ses détracteurs les plus virulents. Quelques invités, touchés par sa beauté pure et son courage évident, commençaient à sourire avec bienveillance, reconnaissant dans cette scène romantique l'écho de leurs propres rêves de jeunesse. Quand Isabelle atteignit enfin l'autel, Alexandre lui tendit la main avec une galanterie qui acheva de conquérir les cœurs encore hésitants. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il à son oreille, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Merci d'avoir eu le courage de venir. » Ces mots simples mais chargés d'amour redonnèrent à Isabelle l'assurance qui lui manquait. Ensemble, ils se tournèrent envers le père Martineau qui, après un moment d'hésitation compréhensible, décida de commencer la cérémonie malgré l'agitation qui régnait dans l'assistance. « Mes bien chers frères, » commença-t-il d'une voix forte qui couvrit progressivement les murmures, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux âmes qui ont choisi de s'aimer en dépit de tous les obstacles. » Cette formulation particulière n'échappa à personne et sembla annoncer que cette cérémonie ne ressemblerait à aucune autre. « Alexandre Dubois, » poursuivit le prêtre en s'adressant directement aux mariés, « acceptez-vous de prendre pour épouse Isabelle Martin ici présente, de l'aimer et de la chérir dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » L'énoncé du nom de famille d'Isabelle provoqua une nouvelle vague de murmures dans l'assistance, car personne ne connaissait cette famille Martin qui n'appartenait manifestement pas à leur milieu social. Alexandre répondit d'une voix claire et assurée « Oui, je le veux de tout mon cœur ». Sa déclaration résonna dans le silence soudain qui était tombé sur l'église, chacun réalisant que cette union improbable était bel et bien en train de se concrétiser sous leurs yeux ébahis. Le regard qu'Alexandre posait sur Isabelle était si tendre, si protecteur, que même les plus sceptiques commençaient à être touchés par l'authenticité de ce sentiment. « Isabelle Martin, » reprit le père Martineau en se tournant vers la mariée, « acceptez-vous de prendre pour époux Alexandre Dubois ici présent, de l'aimer et de le chérir dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Isabelle leva vers lui des yeux brillants de larmes de bonheur, sa voix douce mais ferme, portant jusqu'au fond de la nef. « Oui, je le veux, pour toujours. » Ces mots simples mais chargés d'une émotion pure firent frissonner l'assistance, car ils exprimaient une vérité si évidente que personne ne pouvait en douter. La sincérité d'Isabelle était si palpable qu'elle commençait à attendrir même les cœurs les plus endurcis de cette assemblée, habitués au mariage de convenance. L'échange des alliances se déroula dans un silence religieux qui contrastait avec l'agitation du début de la cérémonie. Alexandre glissa délicatement l'anneau d'or blanc au doigt d'Isabelle, ses mains tremblant légèrement sous l'émotion. « Avec cette alliance, je te donne mon cœur et ma vie », murmura-t-il selon la formule traditionnelle, mais ses yeux exprimaient bien plus que ses mots convenus. Isabelle, à son tour, passa l'alliance au doigt d'Alexandre avec une grâce touchante, répétant la même promesse d'une voix où perçait une émotion profonde. Ce moment magique semblait suspendre le temps, créant une bulle d'intimité au cœur de cette cérémonie publique qui dépassait déjà toutes les conventions sociales. Même les plus hostiles des invités ne pouvaient nier la beauté de cette scène d'amour véritable qui se déroulait sous leurs yeux, rappelant à chacun ses propres rêves de bonheur authentique. Quand le père Martineau prononça enfin les mots sacramentels, « Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. » L'église entière retint son souffle. Alexandre souleva délicatement le voile d'Isabelle, révélant un visage radieux de bonheur, et déposa sur ses lèvres un baiser d'une tendresse infinie qui scella leur union devant Dieu et devant les hommes. Ce baiser, chaste mais chargé de promesses, marquait le triomphe de l'amour sur toutes les barrières sociales et familiales. Dans cette minute de grâce absolue, plus rien ne comptait que ces deux êtres qui venaient de s'engager l'un envers l'autre pour l'éternité, transformant une église bourgeoise en temple de l'amour véritable. À peine les nouveaux époux avaient-ils terminé leur baiser nuptial que les grandes portes de l'église s'ouvrirent brutalement avec un fracas qui résonna dans toute la nef gothique. Camille Rousseau fit son entrée théâtrale, vêtue d'une robe de mariée somptueuse en dentelle de Calais qui avait coûté une fortune,
son voile cathédral traînant majestueusement derrière elle, comme une traîne de colère et d'humiliation. Ses yeux bleus lançaient des éclairs meurtriers, tandis qu'elle remontait l'allée centrale d'un pas rageur, flanquée de sa mère Béatrice Rousseau, dont le visage aristocratique était déformé par une fureur à peine contenue. L'effet de surprise était saisissant. Voici que la véritable fiancée prévue arrivait après la cérémonie, créant une situation d'un ridicule achevé qui allait alimenter les potins parisiens pendant des années. Les invités, déjà ébranlés par le mariage inattendu qu'ils venèrent de witness, se retournèrent avec des expressions de stupéfaction absolue face à cette nouvelle péripétie qui dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Certains commençaient à se demander s'ils n'assistaient pas à quelque comédie de boulevard plutôt qu'à une véritable cérémonie religieuse. « Alexandre !» hurla Camille d'une voix stridente qui fit trembler les vitraux séculaires. « Qu'est-ce que cela signifie? Qui est cette créature qui ose porter une robe de mariée ?» Sa voix était chargée d'un mépris si venimeux qu'Isabelle recula instinctivement contre Alexandre, cherchant protection auprès de son nouvel époux. Camille pointait vers elle un doigt accusateur orné d'une bague de fiançailles, de plusieurs carats, qui étincelait sous les lustres de l'église. Sa beauté froide était maintenant défigurée par la rage et l'humiliation, révélant la laideur de son âme sous le vernis de l'éducation aristocratique. « Comment osez-vous me faire cet affront public, moi, Camille de Rousseau, héritière d'une des plus anciennes familles de France ?» Sa voix montait dans les aigus, perdant toute retenue aristocratique dans la fureur de la trahison qu'elle venait de découvrir. Les invités assistaient médusés à cette scène de mélodrame qui transformait la noble église en théâtre de vaudeville. Alexandre fit un pas en avant, plaçant instinctivement son corps entre Camille et Isabelle dans un geste protecteur qui n'échappa à personne dans l'assistance. Sa prestance naturelle et son calme olympien contrastaient violemment avec l'hystérie de son ex-fiancé, révélant la différence fondamentale de caractère entre ces deux êtres que les convenances sociales avaient voulu unir. « Camille !» dit-il d'une voix ferme mais courtoise, « je regrette profondément que vous la preniez de cette façon, mais je ne pouvais pas épouser une femme que je n'aime pas. Ce mariage aurait été une erreur pour nous deux. » Sa dignité face aux accusations et aux cris révélait un homme qui assumait pleinement ses choix, quelles qu'en soient les conséquences sociales. Cette attitude noble ne fit qu'attiser davantage la fureur de Camille, qui voyait dans cette sérénité un affront supplémentaire à son orgueil blessé. « Une erreur ?» cracha-t-elle avec un rire hystérique qui glaça le sang de tous les présents. « La seule erreur, c'est d'avoir choisi cette domestique à ma place, une vulgaire femme de ménage qui nettoie vos sols. » Le mot « domestique » fut prononcé avec un tel mépris qu'il claqua dans l'air comme un coup de fouet, destiné à humilier publiquement Isabelle devant toute l'élite parisienne. Camille savourait visiblement sa vengeance, espérant briser cette rivale détestée en révélant ses origines modestes à cette assemblée de nantis. L'effet escompté se produisit immédiatement. Un murmure scandalisé parcourut les travées, tandis que les regards se tournèrent vers Isabelle avec une curiosité malsaine mêlée de mépris social. « Voilà donc l'explication de cette mascarade », chuchotèrent les dames en agitant leurs éventails avec indignation. « Il a épousé sa bonne. » Cette révélation transformait instantanément le romantisme de la scène en scandale de mœurs qui allait faire les délices de la presse à sensation. Isabelle sentit le rouge de la honte lui monter aux joues sous ses regards inquisiteurs et méprisants qui la jaugèrent maintenant avec une hostilité ouverte. Elle, qui avait puisé tout son courage pour affronter cette épreuve, se retrouvait soudain nue face au jugement impitoyable de cette société qui la rejetait comme un corps étranger. Ses jambes tremblaient sous l'effet de l'humiliation, et elle dut s'appuyer discrètement sur le bras d'Alexandre pour ne pas vaciller. Cette vulnérabilité touchante ne fit qu'exacerber la cruauté de Camille, qui sentait qu'elle tenait enfin sa revanche. « Regardez-la bien », poursuivit-elle, en désignant Isabelle d'un geste théâtral. « Cette petite paysanne qui a osé usurper ma place. Elle qui pinçait la serpillière dans votre salon prétend maintenant devenir Madame Dubois. » Chaque mot était choisi pour blesser, pour rabaisser, pour détruire la confiance fragile qu'Isabelle avait réussi à construire. C'est alors qu'Alexandre explosa, sa patience et sa courtoisie cédant enfin la place à une colère froide qui fit frémir toute l'assistance. « Ça suffit, Camille » tonna-t-il d'une voix qui résonna sous les voûtes gothiques avec une autorité impressionnante. « Je vous interdis de parler ainsi de ma femme. » Le mot « femme » claqua comme un défi lancé à tous ceux qui osaient contester la légitimité de cette union. Alexandre se dressa de toute sa hauteur, incarnant soudain l'image du protecteur inflexible qui ne tolérerait aucune attaque contre celle qu'il aimait.
Isabelle vaut 1000 fois mieux que vous et toutes les femmes de votre espèce réunies, poursuivit-il, avec une passion qui électrisa l'atmosphère. Elle possède une noblesse de cœur que votre éducation privilégiée et vos millions n'ont jamais pu vous donner. Et cette déclaration enflammée fit l'effet d'une bombe dans l'assistance habituée aux relations policées de la haute société. Vous parlez de noblesse de cœur, continua Alexandre, en balayant l'assemblée d'un regard déterminé, mais moi, je vois surtout l'hypocrisie de votre milieu, qui mesure la valeur d'une personne à l'épaisseur de son portefeuille plutôt qu'à la beauté de son âme. Son discours improvisé prenait des accents révolutionnaires qui bouleversaient les codes établis de cette société figée dans ses privilèges. Isabelle m'a donné plus d'amour en quelques mois que vous n'auriez pu m'en offrir en toute une vie de mariage de convenance. Elle a transformé ma maison en foyer, ma solitude en bonheur, mon cynisme en espoir. Ces mots d'amour prononcés publiquement touchaient même les cœurs les plus endurcis de l'assistance, rappelant à chacun ce que signifiait aimer vraiment. Quelques invités, émus malgré eux par cette déclaration passionnée, commençaient à regarder Isabelle avec une bienveillance nouvelle. « Et savez-vous pourquoi elle vaut mieux que vous tous ?» poursuivit Alexandre en prenant tendrement la main d'Isabelle. « Parce qu'elle a travaillé pour chaque centime qu'elle gagne, parce qu'elle sacrifie son propre bien-être pour soigner son père malade, parce qu'elle trouve de la beauté dans les petites choses simples de la vie que votre richesse vous a rendu incapable d'apprécier. » Sa voix se faisait plus douce quand il parlait d'Isabelle, révélant la profondeur de son admiration pour cette femme extraordinaire. Elle lit Victor Hugo et Baudelaire avec plus de passion que vous ne lisez vos magazines de mode. Elle comprend la vraie souffrance et la vraie joie parce qu'elle les a vécues. Ces révélations sur la personnalité d'Isabelle surprenaient agréablement une partie de l'assistance qui commençait à voir en elle autre chose qu'une simple domestique arriviste. Camille, voyant que l'opinion commençait à basculer en faveur de sa rivale, joua sa dernière carte avec la méchanceté d'une femme aux abois. « Tout cela est très touchant », siffla-t-elle avec un sourire venimeux, « mais cette comédie ne changera rien au fait qu'elle restera toujours une parvenue qui ne saura jamais tenir son rang. Dans 6 mois, quand la passion sera retombée, vous vous réveillerez marié à une femme qui ne comprend rien à votre monde. » Ces paroles cruelles visaient le point faible d'Isabelle, ses complexes concernant son manque d'éducation mondaine. Elle vous fera honte dans tous les dîners, toutes les réceptions, tous les conseils d'administration. Comment voulez-vous présenter une ancienne femme de ménage à vos associés étrangers? Cette attaque sournoise touchait au cœur des peurs secrètes d'Isabelle, qui avait toujours redouté de ne pas être à la hauteur de la position sociale d'Alexandre. Mais c'était compté sans la transformation que l'amour avait opérée chez la jeune femme. Isabelle redressa fièrement la tête, puisant dans l'amour qu'elle lisait dans les yeux d'Alexandre la force de répondre à cette attaque. « Madame Rousseau, dit-elle, d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de l'église, vous avez raison sur un point. Je ne suis qu'une simple fille du peuple qui a dû travailler dur pour survivre. Mais cette expérience m'a appris la valeur des choses et le prix du bonheur. Sa dignité naturelle impressionnait maintenant même ses détracteurs les plus acharnés. Si mon mari devait avoir honte de moi un jour, alors c'est qu'il ne m'aurait jamais vraiment aimé. Mais moi, je n'aurais jamais honte d'être né pauvre et de m'être élevé par mon travail plutôt que par héritage. » Cette réplique courageuse fit sensation dans l'assistance, révélant une personnalité plus forte qu'on ne l'avait imaginé. « L'amour véritable ne connaît pas les barrières sociales, » continua Isabelle avec une conviction grandissante. « Et si votre éducation privilégiée ne vous a pas appris cette vérité fondamentale, alors c'est vous qui avez reçu une mauvaise éducation. » Cette leçon de morale donnée par une ancienne domestique à l'héritière des Rousseau acheva de retourner l'opinion publique. Plusieurs invités commencèrent à applaudir discrètement, admirant le courage de cette jeune femme qui tenait tête à l'aristocratie parisienne avec tant de panache. Alexandre serra affectueusement la main de sa femme, fier de la voir se défendre avec tant de classe et d'intelligence. « Voilà pourquoi je l'aime, déclara-t-il à haute voix, parce qu'elle possède cette force de caractère que l'argent ne peut pas acheter. » Ces mots sonnèrent comme une victoire définitive de l'amour sur les conventions sociales, transformant ce qui avait commencé comme un scandale en une magnifique leçon d'humanité. Face à la défaite évidente de Camille et au retournement progressif de l'opinion publique en faveur des nouveaux époux, Marguerite Dubois se leva majestueusement de son banc du premier rang. Cette femme de caractère qui avait dirigé un empire industriel d'une main de fer savait reconnaître une bataille perdue et, plus important encore, elle venait de découvrir chez sa nouvelle belle-fille des qualités qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Le courage dont Isabelle venait de faire preuve face aux attaques de Camille, sa dignité naturelle
et son intelligence révélée par ses répliques pertinentes avait profondément impressionné cette matriarche habituée à jauger la valeur des gens au premier regard. Après un silence lourd de signification, elle s'avança vers le couple avec une solennité qui fit taire instantanément tous les murmures de l'assistance. « Mesdames et messieurs », déclara-t-elle d'une voix forte qui porta jusqu'au moindre recoin de l'église, « permettez-moi de vous présenter officiellement ma nouvelle belle-fille, Isabelle Dubois. » L'utilisation du nom de famille maritale constituait une reconnaissance publique qui équivalait à une bénédiction maternelle, stupéfiant Alexandre, qui n'avait jamais espéré un tel revirement de la part de sa mère. Cette déclaration solennelle eut l'effet d'un électrochoc sur l'assistance. Si Marguerite Dubois elle-même acceptait publiquement cette union improbable, qui osait encore la contester? La vieille dame s'approcha d'Isabelle et, dans un geste symbolique d'une portée énorme, retira de son propre doigt une bague de famille ornée d'un saphir entouré de diamants qui se transmettait de mère en belle-fille depuis 4 générations. « Cette bague appartient traditionnellement à l'épouse de l'héritier Dubois », expliqua-t-elle, en glissant le bijou au doigt d'Isabelle tremblante d'émotion. « Elle vous revient de droit maintenant. » Ce geste d'intronisation officielle dans la famille marquait définitivement l'acceptation d'Isabelle dans ce monde qui lui avait semblé inaccessible quelques heures plus tôt. Les larmes coulaient librement sur les joues de la jeune femme, non plus de honte ou de peur, mais de reconnaissance pure face à cette générosité inattendue. Camille, voyant que même la mère d'Alexandre la trahissait dans cette affaire, comprit que sa cause était définitivement perdue. Sa rage laissa place à une amertume profonde qui déforma encore davantage ses traits. « Vous le regretterez tous », cracha-t-elle une dernière fois, avant de tourner les talons dans un froissement de dentelle furieux, suivi de sa mère également outragée par cette humiliation publique. Leur sortie théâtrale marquait la fin définitive de cette tentative pathétique de sabotage du bonheur d'autrui. Quelques invités de leur cercle les plus proches leur emboîtèrent le pas, préférant fuir ce scandale plutôt que d'assister au triomphe de l'amour véritable sur les convenances sociales. Mais la majorité de l'assistance resta, curieuse de voir comment cette cérémonie extraordinaire allait se terminer et secrètement émue par cette histoire d'amour qui défiait tous les codes établis. Le père Martineau, qui avait assisté médusé à ces péripéties inouïes, décida de reprendre le contrôle de sa cérémonie avec une bénédiction spéciale qui resterait gravée dans toutes les mémoires. « Mes bien chers frères, déclara-t-il d'une voix émue, nous venons d'assister à un miracle de l'amour qui nous rappelle que Dieu ne regarde pas à la condition sociale, mais à la pureté du cœur. » Sa voix prenait des accents prophétiques qui transformaient ce mariage en parabole moderne sur l'égalité des âmes devant le divin. « Alexandre et Isabelle, votre union nous enseigne que le véritable mariage n'est pas l'alliance de 2 fortunes, mais la fusion de 2 âmes qui se reconnaissent et s'aiment par-delà toutes les différences apparentes. » Ces paroles sages résonnaient dans le cœur de chaque invité, rappelant à tous les valeurs essentielles trop souvent oubliées dans cette société matérialiste. « Que votre amour soit un exemple pour tous ceux qui vous entourent », poursuivit le prêtre en bénissant solennellement le couple agenouillé devant l'autel, qu'il nous rappelle que la noblesse véritable ne se transmet pas par le sang, mais se conquiert par la beauté des actes et la générosité du cœur. Cette bénédiction transformait définitivement ce qui avait commencé comme un scandale mondain en une célébration de l'amour triomphant. L'assistance, conquise malgré elle par cette leçon d'humanité, commença à applaudir chaleureusement, abandonnant enfin ses préjugés pour reconnaître la beauté de cette union improbable. Les applaudissements crépitèrent sous les voûtes gothiques, transformant l'église en théâtre d'une ovation méritée pour ces 2 héros de l'amour moderne. Quand les nouveaux époux se relevèrent pour redescendre l'allée centrale, ils furent accueillis par un tonnerre d'applaudissements et de vivas qui contrastait violemment avec l'accueil glacial réservé à Isabelle quelques heures plus tôt. Les mêmes personnes qui l'avaient jugée avec mépris la regardaient maintenant avec admiration, touchées par son courage et sa dignité face à l'adversité. Alexandre serrait fièrement le bras de sa femme, rayonnant de bonheur et de fierté devant cette victoire éclatante de leur amour sur toutes les oppositions. Isabelle, transformée par cette épreuve du feu, avançait maintenant avec l'assurance d'une vraie épouse Dubois, consciente d'avoir gagné sa place dans ce monde grâce à ses propres mérites. Leur passage triomphal dans l'allée centrale ressemblait à une marche nuptiale de conte de fées, où la Cendrillon moderne avait définitivement conquis son prince et son royaume. La réception qui suivit dans les salons de l'hôtel particulier des Dubois révéla toute l'ampleur de la transformation sociale qui venait de s'opérer.
Les invités qui étaient restés se pressaient maintenant autour d'Isabelle, curieux de mieux connaître cette femme extraordinaire qui avait su conquérir le cœur du célibataire le plus convoité de Paris. Sa simplicité naturelle et son intelligence évidente séduisaient progressivement même les plus sceptiques, qui découvraient en elle une personnalité attachante, très éloignée des clichés sur les arrivistes. « Madame Dubois », lui disait avec déférence un banquier influent, « j'espère avoir le plaisir de vous recevoir bientôt dans mon salon. Mon épouse serait ravie de faire votre connaissance. » Ces invitations mondaines qui pleuvaient maintenant sur Isabelle marquaient son acceptation définitive dans la haute société parisienne, transformant l'ancienne femme de ménage en dame respectée et recherchée. Alexandre ne quittait pas sa femme d'une semelle, veillant à ce qu'elle ne se sente jamais isolée ou mal à l'aise dans ces conversations mondaines, encore nouvelles pour elle. Il admirait la façon dont elle s'adaptait naturellement à ce nouveau rôle, posant les bonnes questions, écoutant avec attention, révélant progressivement la finesse de son esprit et la richesse de sa culture autodidacte. « Et vous avez trouvé un trésor ?» lui glissa à l'oreille un de ses amis d'enfance. « Cette femme vaut tous les dots de France réunis. » Ses compliments sur Isabelle comblaient Alexandre de fierté, confirmant que son choix du cœur était aussi un choix de raison. Il avait épousé non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi celle qui saurait l'accompagner dignement dans sa vie sociale et professionnelle. Vers minuit, quand les derniers invités eurent pris congé, Alexandre et Isabelle se retrouvèrent enfin seuls dans le grand salon où tout avait commencé quelques mois plus tôt. La jeune femme contemplait sa bague de famille qui étincelait à son doigt, encore incrédule devant le miracle qui avait transformé sa vie. « Regrettez-vous quelque chose ?» demanda-t-elle timidement à son mari, craignant encore que cette journée parfaite ne soit qu'un rêve. Alexandre l'attira contre lui avec une tendresse infinie, respirant le parfum délicat de ses cheveux. « Mon seul regret, » murmura-t-il en caressant doucement sa joue, « c'est de ne pas vous avoir épousée plus tôt. Vous êtes la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Ces mots d'amour balayèrent les dernières craintes d'Isabelle, qui se blottit contre la poitrine de son mari avec un soupir de bonheur parfait. « Je vous promets d'être digne de votre confiance, » chuchota-t-elle contre son cou, « d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour vous accompagner dans votre monde. » Alexandre l'écarta doucement pour plonger son regard dans le sien. « Mon monde, c'est vous maintenant, » répondit-il avec une conviction qui la bouleversa. « Tout le reste n'est que décor. Ce qui compte, c'est nous deux et l'avenir que nous allons construire ensemble. » Ce serment d'amour échangé dans l'intimité de leur nouveau foyer scellait définitivement leur union, promettant des jours heureux malgré tous les défis qui les attendaient encore. Leur baiser passionné dans la lumière dorée du salon, témoin de leur histoire d'amour, marquait le véritable début de leur vie commune, loin des regards indiscrets et des conventions sociales qui avaient failli les séparer. Les mois qui suivirent confirmèrent tous les espoirs placés en cette union improbable. Isabelle s'épanouit dans son nouveau rôle d'épouse de dirigeant d'entreprise, révélant des talents cachés pour les relations humaines et la gestion qui surprirent agréablement Alexandre. Son passé modeste lui donnait une compréhension unique des préoccupations du personnel, faisant d'elle une précieuse conseillère dans les décisions sociales de l'entreprise. Henri Martin, remis sur pied grâce aux meilleurs soins médicaux, put assister avec fierté à l'épanouissement de sa fille chérie, qui n'avait jamais oublié ses origines malgré sa nouvelle condition. Leur amour, testé par l'épreuve du feu social, en ressortit encore plus fort et plus profond, prouvant que les plus beaux mariages ne sont pas ceux que arrangent les familles, mais ceux que construit le cœur. Et voilà, chers auditeurs, une histoire qui nous rappelle que l'amour véritable triomphe toujours des conventions sociales. Alexandre et Isabelle nous ont prouvé que la noblesse du cœur vaut mieux que tous les titres du monde. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Partagez cette belle leçon d'amour avec vos proches. Dites-nous en commentaire, croyez-vous que l'amour peut surmonter toutes les différences? Nous adorons lire vos réflexions. Souvenez-vous toujours que vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes vraiment, pas pour ce que vous possédez. Comme Isabelle, restez fidèle à votre essence et le bonheur viendra à vous. Que Dieu bénisse vos vies et place sur votre chemin des personnes qui sauront reconnaître votre valeur unique. À bientôt pour une nouvelle histoire et rappelez-vous, l'amour gagne toujours.